Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui vous a beaucoup intéressé quand je vous en ai parlé. Ce sujet, c'est la reconversion professionnelle. Et j'ai reçu beaucoup de questions en privé qui m'ont donné envie de faire cette vidéo-là que j'ai pas du tout l'habitude de faire en temps normal. Euh, j'ai j'ai- j'ai essayé d'organiser un petit peu les questions pour essayer de répondre au mieux à vos questions et essayer de vous éclairer un peu plus sur ce sujet parce que la reconversion professionnelle, c'est vraiment ce qui anime l'année 2022 pour moi. Il y a eu tout un cheminement qui a permis d'arriver au mois de septembre et au début de ma formation donc en sophrologie. Mais avant de commencer, j'ai eu un vrai cheminement qui m'a permis d'arriver jusqu'à cette prise de décision au mois d'avril-mai dernier, de demander une rupture de contrat conventionnel. Au mois de juin, de vraiment enclencher en m'inscrivant à une formation. Et puis ensuite, passer mon été tranquillement et en septembre, commencer cette formation qui va donc durer jusqu'en décembre. J'ai ensuite au mois de janvier, une spécialisation. Au mois de février, une autre spécialisation. Et après, je vais pouvoir commencer à exercer. Donc, j'ai essayé d'organiser un petit peu les questions que vous m'avez envoyées pour que ça ait du sens pour vous. J'essaierai de noter en commentaire, enfin en barre d'informations, les minutes, à peu près, les sujets dont je parle selon les minutes de la vidéo. Comme ça, pour celles que ça intéresse, ça sera plus simple de passer d'un sujet à l'autre plus facilement si je vous note tout ça. Donc, je vais d'abord commencer par le commencement, qui est comment j'en suis arrivée à prendre cette décision-là, quel a été mon cheminement, comment j'ai choisi cette voie et quel a été mon déclic, etc. Qu'est-ce qui a déterminé en fait ce choix d'arrêter mon travail et de me former pour vraiment faire complètement autre chose. J'étais donc depuis 4 ans assistante commerciale export pour une entreprise de linge de maison. J'avais pas de problème particulier avec mon travail. J'ai travaillé avec un très joli produit. Je m'entendais très bien avec mes collègues. Donc, c'est pas du tout partie de mon travail, mais plus d'une réflexion personnelle. J'ai eu mon 3e bébé il y a 13 mois, en septembre 2021. Et j'ai commencé mon congé maternité. Et pour un 3e bébé, on a un congé maternité qui est un petit peu plus long, enfin même carrément plus long que pour le premier et le 2e enfant. En l'occurrence, on a 6 mois à peu près. Et donc à partir de là, j'ai fait mon congé maternité et après j'ai enchaîné avec un congé parental. Donc je savais que j'allais avoir à peu près 12-13 mois pour moi, pour m'occuper de mes enfants. J'étais très heureuse de pouvoir avoir ce temps précieux avec eux. Donc c'est vrai qu'avec le temps que j'avais, même si je suis toujours très occupée avec les enfants, j'ai commencé un petit peu à réfléchir à ce que je voulais. Parce que je sais qu'une fois qu'on reprend le chemin du travail et que le rythme euh, boulot, crèche, école, récupérer les enfants, faire les devoirs, le bain, le dîner, les coucher, tout ça passe très vite. Et que je savais que si je repartais dans ce travail, j'aurais potentiellement le risque de voir passer 2-3 ans sous mon nez comme ça et de me dire j'ai laissé passer tout ce temps-là alors que j'avais à cœur de faire d'autres choses, mais que je ne m'étais pas forcément donné les moyens de réaliser ou de me pencher davantage dessus ou d'y penser. Un enfant passe. J'ai donc fait une belle rencontre en la personne de ma sophrologue analyste. J'avais en fait à cœur depuis longtemps de faire une thérapie. Donc je le dis vraiment en toute humilité parce que je pense qu'il n'y a pas du tout de honte à se faire accompagner dans certains moments de sa vie, de se délester de bagages qu'on traîne depuis longtemps, qu'ils soient plus ou moins lourds. Plus ou moins nocif pour votre vie d'adulte. Je pense que c'est très sain en fait de vouloir un peu régler ses soucis et prendre un élan nouveau quand on commence à se poser des questions. Moi en l'occurrence, j'avais à cœur de me délester de certaines choses et en même temps j'étais très
j'avais beaucoup de mal à me lancer parce que bah, jeune maman avec un tout petit bébé et puis deux grands aussi, j'avais pas envie en fait après mes séances avec un psy de me retrouver chez moi complètement déprimée ou voilà en détresse émotionnelle et de tout transférer à mon bébé. Je n'avais pas du tout envie de ça et je me voyais pas non plus prendre enfin, aller sur Google, taper psy, Bordeaux, enfin j'avais besoin en fait d'avoir un feeling et du coup je me suis jamais lancée vraiment voilà, depuis quelques temps que ça me trottait un peu dans la tête et j'ai fait une très belle rencontre du coup avec ma sophrologue analyste qui est en fait une thérapeute qui propose de faire des thérapies avec des exercices de sophrologie. J'avais déjà moi fait de la sophrologie quand j'étais enceinte, ça m'avait bien aidé. J'avais aussi fait faire de la sophrologie aux enfants, en particulier à mon second qui a des soucis de sommeil et puis pour le coucher, etc. C'est toujours difficile de lâcher prise. Donc voilà, je savais ce que c'était plus ou moins la sophrologie, les exercices, etc. Mais c'est vrai que commencer cette thérapie, du coup, en février dernier, a été un petit peu le déclencheur de tout ce qui a suivi. Du coup, ma sophroanalyste m'a beaucoup rassurée sur l'état dans lequel on se sent après avoir fait une séance, c'est-à-dire qu'on finit toujours sur du positif, on n'est jamais dans une... Enfin, on repart jamais de là pas bien, au contraire. Euh, Moi, j'ai eu de nombreuses fois en sortant de séance cette espèce de sentiment de puissance où j'arrivais à réaliser que, bah, évidemment que c'est ça qu'il faut que je fasse, ou alors, évidemment, je mérite ça, ou voilà, c'était un sentiment, voilà, de puissance voilà, de certitude qu'on peut donner vie à nos projets, qu'on peut, voilà, arrêter un peu de suivre bah, ce que tout le monde suit, plus ou moins, c'est-à-dire bah oui, il faut que tu aies un boulot parce que tu as des factures, il faut que ci, il faut que ça, et finalement, quelque part, un peu oublier ce qui nous anime, nos rêves, parce que bah, y a la réalité de la vie, il y a la réalité financière, il y a plein de choses. Donc, ces séances-là ont été et sont toujours, parce que c'est quelque chose que je continue de faire, un cadeau. C'est un investissement aussi, mais c'est un cadeau surtout que je me fais, parce que grâce à ça, j'ai pu vraiment commencer à entrouvrir les fenêtres et puis en fait ouvrir ces fenêtres-là qui m'ont donné envie d'aller ouvrir des portes et en fait de fil en aiguille et en l'espace de 6 mois bah, j'ai quitté mon boulot, ça s'est très très bien passé, je me suis inscrite dans une formation qui se passe extrêmement bien, le financement s'est fait de manière idéale, enfin tout s'est merveilleusement déroulé en fait et j'étais enfin à ma place. Ça ne veut pas dire que c'est pas un chemin tortueux, sinueux, difficile, parce qu'à partir du moment où on va on va remuer un peu les choses qui ont été potentiellement des traumatismes ou qui voilà, sont des faiblesses chez nous, que ça nous fait souffrir, bah voilà, ça remue. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis d'être dans cette nouvelle optique de vie, c'est de faire la paix un petit peu avec ben, toutes mes petites croyances limitantes. C'est-à-dire une croyance limitante, c'est quand on intègre en fait très jeune et très vite certaines notions. C'est-à-dire, ben, moi, j'ai jamais été enfin, j'ai jamais été douée de mes mains parce que finalement, on m'a toujours plus ou moins dit que j'étais pas très douée en dessin. Voilà, donc ça, c'est installé en moi cette croyance limitante que ben, artistiquement, je serais peut-être jamais au top. Alors qu'au contraire, si peut-être j'avais été encouragée sur tel ou tel projet, ben, voilà, juste la confiance en soi permet d'avancer, de se projeter. Une croyance limitante, c'est vraiment ce qu'on pense de nous dans le fond et qui finit par dicter un petit peu bah, nos choix de vie. Donc, voilà ce qui m'a permis un petit peu de me lancer là où ma sophroanalyste a été aussi et toujours incroyable, c'est qu'elle a été une vraie accompagnatrice dans ces choix de vie, ces nouveaux choix de vie parce que voilà, j'arrivais en séance en disant mais j'arriverai jamais à demander une rupture de contrat conventionnel parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis sûre qu'ils me diront non, parce que si, parce que ça. Et en fait, on a travaillé pour me permettre d'avoir une posture différente, de me sentir beaucoup plus sûre de moi. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais peut-être pas su faire toute seule. Donc ces séances sont, en tout cas pour moi, très bénéfiques et absolument
voilà, la base de tout ce que j'ai pu enclencher. Voilà, j'ai de nouveau bien plus confiance en moi pour pouvoir donner vie à des projets. Donc, voilà. J'avais hésité, en effet, vous avez une des questions, est-ce que j'ai fait un bilan de compétences? J'avais hésité à en faire un l'année dernière parce que ça commençait un petit peu à bouger dans ma tête. Mais voilà, j'étais sur ma fin de grossesse. Je m'étais dit, bon, bah, quand le bébé sera né, et puis en fait, bah, une fois que le bébé est né, on est quand même un peu sous l'eau. Donc j'ai pas du tout eu le temps. Et puis voilà, cette introspection-là, j'étais peut-être pas prête à la faire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de ce que ça pouvait avoir comme impact sur ma vie avec mes enfants. Et je voulais pas que eux puissent le subir. Et puis aussi parce que je savais, à la différence de beaucoup de personnes qui malheureusement sont un petit peu perdues dans le choix d'une nouvelle orientation de carrière, c'est que moi je savais plus ou moins, enfin même plutôt plus que moi, vers quoi je voulais me diriger comme nouveau métier. Je savais que ça serait dans l'accompagnement de l'humain, je savais que ça serait dans le soin et je savais que ça serait avec des enfants et des femmes enceintes, enfin en pré et post-natal. Ça a depuis toujours, depuis que je suis toute petite, été une passion chez moi. Je voulais être puéricultrice à la base et puis en fait, bon, voilà, la vie, les parents ont fait que j'ai pas fait ce bac technique pour permettre d'être puéricultrice, que j'ai fait un bac général et qu'en fait j'ai passé mon concours d'infirmière en me disant tiens peut-être que, mais je l'ai pas eu à peu de points, mais finalement c'était pas plus mal parce que c'est une vraie vocation et aujourd'hui je réalise que c'était pas du tout la mienne. Mais quand voilà a commencé à me trouver dans la tête l'idée de me reconvertir, je me suis dit oh, et si je repartais vers mon premier amour qui était la puriculture. Et puis en fait j'ai réfléchi et j'ai pas eu envie d'être cloisonnée, sans parler en plus du monde aujourd'hui des soignants qui est voilà, qui va pas du tout bien. Et j'avais envie de pouvoir m'éclater dans un métier qui me permettrait de me former à plein de choses qui me passionnent, pour pouvoir accompagner les personnes peut-être de plusieurs manières, peut-être être même dans la création d'un métier à plusieurs casquettes. Voilà, j'avais pas du tout envie d'être cloisonnée. Donc, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Et puis, la sophrologie a très vite fait sens euh, parce que je pouvais pratiquer en cabinet, mais aussi à domicile, mais aussi dans les structures dédiées. J'avais, avec ma formation, accès à des spécialisations petite enfance et pré- et post-natal, donc ça correspondait parfaitement à ce que je voulais faire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, faut y aller, en fait. Même si ben, ce métier, tu le connais finalement pas très très bien, mais même si tu as vécu des séances que ça te plaît, etc., c'est un peu comme tous les métiers, on le découvre vraiment en profondeur quand on est à fond dedans et quand on apprend ce que c'est. Donc je me suis dit, écoute, ça coche 8 cases sur 10, faut se lancer à un moment donné, et puis rien n'est figé finalement. Donc si je dois me rendre compte en formation que c'est pas du tout ça, bon bah je changerai, ce que j'espère pas, mais j'étais quand même plutôt sûre de moi, et j'avais vraiment à cœur d'être dans l'accompagnement. Et plus je participais à des choses autour de la sophrologie, comme une journée porte ouverte, comme me documenter sur le métier, etc., plus ça cochait ces cases-là. Et j'avais vraiment voilà, envie d'être dans l'humain. Après avoir passé 10 ans dans le textile, j'avais vraiment envie de passer à autre chose, d'être plus alignée, d'œuvrer pour le global, de participer à ce qu'une partie ou la société, enfin, en particulier les enfants et les femmes enceintes, mais je serai sophrologue pour toute la population, donc participer à ce que la population aille un petit peu mieux. Voilà, être dans un élan de positivisme qui finalement me remplissent bah, de joie, d'un sentiment d'accomplissement, de participer à quelque chose bah, qui est plus grand que moi, qui n'est pas que ma petite personne et que mon boss. Voilà, j'avais vraiment envie voilà, de participer à ce que la société aille un petit peu mieux et proposer des choses, être actrice. Voilà. Et comme je vous disais, mon mari étant bah, lui dans cette démarche-là, pour le coup, lui, il est dans la permaculture, dans tout ce qui est potager à domicile et tout ça, dans les entreprises.
ça collait aussi. Du coup, on a beaucoup échangé là-dessus, sur cette envie d'arriver dans notre deuxième partie de vie à, à être moins tourné sur nous-mêmes et plus à nous épanouir, mais dans un système global. Donc voilà. Je lis en même temps les petites questions pour être sûre de ne rien oublier. Voilà, après, concernant l'école, il y a pas mal de choses sur Internet. Moi, j'ai tout trouvé sur Internet. Je voulais, enfin, il y a une école qui est très connue qui s'appelle, l'Institut Catherine à Lyotta. Je crois que c'était ça. Je voulais m'inscrire à la base là, mais en fait, il n'y avait plus de place. Et ensuite, j'ai pris contact avec Sub de Sophro, qui est maintenant donc du coup l'organisme avec lequel j'ai fait ma formation. Et ils ont été incroyables, ça s'est très, très bien passé. Ils ont facilité les inscriptions, les démarches. Le coût était plus que raisonnable voilà, par rapport à d'autres formations, puisque j'ai payé à peu près un petit peu moins de 4 000 euros. Et ensuite, j'avais à peu près 1 000 euros de spécialisation en plus. Donc j'ai pu tout à fait facilement payer avec mon CPF. Et l'organisme est très très bien fait parce que pour le coup, ce sont des plateformes communicantes, donc tout se fait très facilement avec un ordinateur. Donc ça, c'était plié très très vite. Et puis voilà, donc en soi, l'école, j'ai trouvé par internet, j'ai appelé, j'ai été en contact avec des personnes qui s'occupent voilà, de l'accueil, et tout le monde a toujours été très disponible, très gentil, très à l'écoute. Et j'ai pu poser toutes mes questions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une formation qui ne compte que 9 personnes. Donc c'est vrai que c'est super parce que on est vraiment dans un échange, on est vraiment dans des cas pratiques qui sont qui nous donnent vraiment la possibilité de travailler comme si on était en atelier, en consultation avec un client. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut poser toutes nos questions. J'ai conversé avec une personne qui est aussi en formation de sophro en ce moment. Eux, ils sont 28 dans sa promo, ou 26, et je trouve que c'est beaucoup. C'est vrai que tout de suite, même si tout le monde s'entend bien, c'est pas la même dynamique. Donc moi, je suis très contente d'avoir qu'on soit si peu finalement. Et donc, si c'est quelque chose voilà, si le monde en formation, ça peut être voilà, quelque chose qui vous plaît un petit peu moins, je vous invite à poser toutes vos questions aux personnes que vous aurez au téléphone. Moi, j'ai choisi la formation donc, qui est en 3 mois parce que je pouvais le faire en termes de temps, parce que j'avais fait ma rupture de contrat conventionnel. Mais il y en a qui le font en travaillant à côté. Et dans ces cas-là, on est plus sur des sessions qui durent 1 an ou 2, avec un week-end par mois, genre très intense, samedi et dimanche. Mais par contre, ça dure voilà, plus longtemps parce que ce n'est que 2 jours dans le mois finalement. Donc moi, je suis plus sur 3 jours, tous les 15 jours. Et j'en ai donc du coup jusqu'à décembre. Donc entre-temps, voilà, j'ai 9-10 jours pour travailler, pour prendre du recul avec ce que j'ai intégré, pour voilà, pratiquer, etc. Donc voilà comment ça se passe. Voilà, la durée de la formation, du coup, c'est selon vous ce que vous souhaitez par rapport à votre travail, si vous souhaitez le garder ou pas. Voilà, donc ça peut être vraiment très étalé ou pour le coup plus court comme moi. Et c'est vrai que moi, j'étais contente que ça soit pas trop trop long parce que j'aime bien que ça aille vite, quoi. Peut-être un défaut, d'ailleurs, je travaille là-dessus. Voilà. Donc comme je vous disais, le financement, j'ai payé avec mon CPF. Et puis et je crois que mes spécialisations, je les ai payées, mais un peu plus du coup étalées, puisque ce n'est qu'en janvier et en février. Voilà, c'est une formation qui est en présentiel. Donc lundi, mardi, mercredi, tous les 15 jours, je suis en présentiel dans un hôtel de Bordeaux qui accueille du coup dans la salle de réunion notre formation, puisque voilà, c'est des formateurs qui sont de la région, voilà, du groupe qui vient se former, mais il y en a dans plusieurs villes de France.
Pour le coup, celle-ci est vraiment en présentiel. Je ne pense pas qu'elle puisse se faire à distance. Et en même temps, je trouve ça mieux en présentiel parce que quand on voit tout ce qu'on travaille et tout ce qu'on met en pratique, en tout cas pour moi, c'est plus intéressant et plus vivant d'être vraiment dans la classe avec les autres. Voilà. Et puis c'est vrai que ça permet aussi de créer des liens, d'être dans un vrai échange. On a tous nos histoires, on vient de tous horizons différents et je pense que c'est ce qui aide aussi à nous conforter ou pas dans nos choix, dans notre choix de faire ce métier-là, parce que humainement, c'est vraiment très riche. Et notre formateur a vraiment à cœur de nous dire, vous n'êtes pas là par hasard. Quand on se destine à faire un métier pour prendre soin des autres, il faut d'abord apprendre à prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment compris au départ, mais qui, grâce aussi à la présence de toutes les personnes qui sont formées en même temps que moi, eh bien voilà, se vérifie et on échange sur plein de sujets, sur plein de doutes, sur nos histoires personnelles respectives et sur le travail qu'on fait pour voilà, sur ce qui nous touche moins. Et c'est vrai que cette formation, c'est un vrai chamboulement intérieur. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai commencé ma thérapie en février, mais je suis un peu en chantier, quoi. À l'intérieur, ça bouge beaucoup, c'est très fatigant, voilà, c'est défaire des bases, essayer de, voilà, de se recréer un petit peu des bases et tout ça, ça demande voilà, du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà, et c'est très remuant, mais en même temps, sans ça, je ne serais peut-être pas capable d'être une bonne thérapeute. Donc c'est important de passer par là et je suis très reconnaissante de le vivre parce que ça veut dire que voilà, plus tard, je serai encore mieux dans mes baskets, donc c'est génial. Voilà, la question qui est pas mal revenue aussi, c'est est-ce que c'est une formation qui est reconnue pour pouvoir s'installer? Alors, il faut savoir que sophrologie, comme tous les métiers du bien-être, en fait, ce ne sont pas des métiers, ce sont pas des métiers réglementés. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour pratiquer. En revanche, moi, ma formation, elle propose une certification reconnue par l'État, ce qui va vous permettre, en fait, une fois que vous avez cette certification-là, de proposer à vos clients de se faire rembourser par leur mutuelle. Si vous n'avez pas le RNCP, c'est-à-dire la certification reconnue par l'État, vous ne pourrez pas proposer cette option de remboursement. Donc quand on est sur même si c'est des thérapies brèves, on fait en moyenne 8 à 10 séances, on est environ entre 60 et 80 euros la séance. Ça peut être un coût aussi pour les personnes qui viennent nous voir. Donc, proposer un remboursement éventuellement avec une mutuelle, ça peut vraiment être intéressant. Le fait que ce ne soit pas une profession réglementée, c'est sûr que du coup, tout le monde peut pratiquer. La différence, c'est que ceux qui choisissent de le pratiquer sans avoir fini d'être formés, qui sont un peu des charlatans, qui le font pas de la bonne manière, ben, leur cabinet ne sera pas pérenne parce que ça va peut-être marcher avec plusieurs clients, mais pas sur la durée. Des personnes qui en tout cas ne font pas toute la formation jusqu'au bout, même si elle n'est pas, qu'elle est que de, entre guillemets, 3 mois quand on l'a fait en accéléré, j'allais dire, en étant présent tout le temps. Ça se sent très vite. Moi, je serais incapable aujourd'hui d'aller pratiquer. Alors maintenant, je commence vraiment à être très au fait de tout ce qu'il faut faire, mais il y a quand même des protocoles qui sont extrêmement précis. Il y a une dose de choses à savoir qui est énorme, donc on ne joue pas du tout avec ça. Et en plus, qui plus est, quand on fait appel avec des exercices de sophrologie à la conscience modifiée, c'est-à-dire qu'on met le client dans un état de conscience modifié, donc c'est un état de conscience qui est un petit peu avant celui du sommeil. Il faut faire attention parce qu'il y a des personnes, si on n'est pas formé en fait pour déceler les faiblesses mentales de certaines personnes, il peut y avoir des très gros soucis. Bon, ça c'est autre chose. Donc dans tous les cas, moi ce que je voulais, c'est une formation en tout cas certifiante qui me permette d'être reconnue voilà, avec ma certification. Et donc ça sera le cas. C'est un métier qui est de plus en plus recommandé
par les médecins. Donc voilà, ce qu'on appelle travailler en pluridisciplinarité. Ça veut dire qu'on va vraiment travailler avec le corps médical qui... alors, on n'est pas médecin, ça c'est sûr. On n'a pas de patients, on a des clients. Mais par contre, on peut travailler en parallèle avec les médecins pour gérer, par exemple, les malades qui sont atteints de cancer, faire des exercices avec eux pour pouvoir les aider à aller mieux. Voilà, avoir vraiment cet accompagnement qui est pas médicamenteux, qui est juste de faire en sorte d'aller mieux dans son corps, dans son mental, grâce aux exercices, grâce à la relaxation, à la visualisation, etc. Et avoir un peu cette soupape de bien-être quand on est malade, ça peut vraiment être... c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et aujourd'hui, voilà, Dieu merci, on reconnaît que il n'y a pas que les médicaments. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent d'aller mieux, en particulier l'accompagnement doux et la prise en charge voilà, du bien-être et de la douceur, avec douceur en tout cas. Moi, j'ai à cœur de pratiquer. Alors, c'est un peu, ça va être un peu compliqué parce que on a prévu de déménager, donc de partir dans le sud de la France. Alors, on ne sait pas encore trop où, mais on sait on va partir. Donc, comme on va partir à peu près vers 2024, je ne vais pas investir dans un cabinet. Moi, j'aimerais bien être dans un cabinet, mais je ne vais pas investir à Bordeaux parce qu'on souhaite partir. Donc, je vais faire beaucoup de domicile, de remplacement, d'intervention dans les structures dédiées. Donc, crèche, école, voilà, faire jouer mon réseau que j'ai aujourd'hui à Bordeaux, voilà, je connais plein de personnes, je suis là depuis des années. Même si je ne suis pas née ici, voilà, ça fait 20, ça fait 32 ans que je suis là, quoi. Enfin, c'est long et donc on a un bon réseau ici. Donc je vais travailler comme ça et puis voilà, participer à un maximum de choses. C'est pour ça que ça me fait très plaisir qu'on puisse en parler, celles que ça intéresse ici, parce que voilà, je trouve que ce qui est aussi génial avec les réseaux sociaux, c'est que ça ouvre tout le champ des possibles. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite de ville, il n'y a pas de kilomètres à parcourir. Voilà, on se parle comme si on était dans la même pièce, alors qu'on n'est souvent pas dans la même ville. Donc voilà, j'ai à cœur de développer ça à ma manière, mais encore une fois, ça arrivera aussi au fur et à mesure. Ça se mettra en place tout doucement. Ensuite, voilà, là, j'ai eu beaucoup de questions par rapport comment être sûr de soi, comment savoir, comment se lancer sans avoir peur, comment ne pas, comment anticiper voilà, le manque de travail quand on est en indépendant, ou alors la concurrence, comment faire pour avoir plus confiance en soi, voilà, et mener à bien nos projets, comment ne pas avoir peur que voilà, si cette formation c'est pas la bonne, et ben, est-ce que j'aurais peut-être perdu ma carrière d'avant. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur dans les questions que j'ai reçues. Et ça s'entend, la peur de l'échec, c'est un des plus gros freins en fait à tous nos rêves et toutes nos envies. On est souvent très inspiré par ce que font les autres et puis au moment de se lancer nous, on est comme happé par quelque chose derrière, bah, ça s'appelle nos croyances limitantes en fait. C'est ce qui fait qu'on a un pied bien ancré derrière, un autre qui aimerait bien avancer mais qui a du mal. Donc il y a pas de, en fait, il n'y a pas de risque zéro. Moi, je me suis lancée parce que finalement, après avoir fait tout ce travail à l'intérieur, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne me voyais pas me dire, ah bah oui, mes rêves, c'est ça, ça, ça et ça, mes envies, c'est ça, ça, ça et ça, mais je repars dans mon travail parce que je savais que j'allais m'en vouloir, mais même le jour même de mon retour, même si je n'ai rien à reprocher à personne dans mon entreprise. Mais je savais que j'avais d'autres choses à faire. Je savais que j'avais d'autres choses à montrer, que voilà, j'ai plein de choses à dire et que j'ai plein de choses à, à réaliser et que c'était maintenant ou jamais. Parce qu'en effet, cette notion du temps qui passe, elle est réelle et elle est très rapide. Enfin, ça passe vraiment très très vite. Et plus les enfants grandissent, plus c'est...
voilà, moi ça y est, mon dernier a plus d'1 an et ça y est, j'ai l'impression déjà que ça file, alors que c'est vrai que la phase du nouveau-né, etc., les tout petits bébés, bah, on a l'impression d'être dedans pendant longtemps. Et puis hop, ça y est, dès qu'1 an est passé, ça file quoi. Donc j'avais aussi à cœur de pas être uniquement occupée par mes enfants qui vont partir un jour ou l'autre, ça c'est sûr. En tout cas, je leur souhaite, et je nous le souhaite aussi parce que ça voudra dire qu'ils auront plein de projets qui seront bien dans leur basket et ça c'est ce qu'on veut. J'avais aussi à cœur voilà, d'être épanouie dans mon travail et de ne pas y aller à reculons, de pas, et puis surtout de me dire si demain la vie s'arrête, bah écoute, j'aurais fait ce que... Voilà, en tout cas, je me serais donné les moyens de me dire, allez, je me lance et puis on verra bien. Et je pense vraiment que quand on commence à être dans cette démarche-là, il y a plein de choses qui se mettent sur notre chemin. Et ces choses-là, elles n'arrivent pas par hasard. Donc il faut savoir les voir, il faut savoir les interpréter. Alors, tout n'est pas un signe, hein. Tout ne veut pas dire que tu aurais dû faire ça ou que tu n'aurais pas dû le faire, etc. Je pense qu'il faut vraiment partir de la base que si c'est quelque chose qui vous anime, il faut foncer. Après, il y a des réalités différentes. On ne peut pas toujours avoir le chômage, on ne peut pas toujours avoir de rupture de contrat conventionnel, on ne peut pas toujours avoir un conjoint qui nous soutient, on ne peut pas toujours avoir des enfants qui sont complètement voilà, à l'école, à la crèche. Voilà, parfois, on a nos enfants à la maison, parfois, on est seul, parfois, on a moins de revenus. Il y a plein de choses qui sont compliquées. Mais je pense qu'il faut vraiment se donner la possibilité de croire que c'est possible. Et à partir de ce moment-là, de mettre en place des solutions qui seront adaptées à chaque problématique pour avancer. Et ça peut prendre du temps, mais c'est ok, parce que finalement, si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire, ça arrivera un jour ou l'autre. Et puis, ça peut aussi être très rapide, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne vous serez pas lancé. Donc finalement, voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Peut-être que, voilà, moi, dans 2 ans, on en reparlera et je sais que je ferai de la sophrologie, ça c'est sûr, mais déjà pendant ma formation, j'ai eu un espèce de coup, de grosse réalisation sur la prise en charge de la petite enfance, par exemple, qui est un domaine qui me passionne plus que tout au monde, mais qui est probablement aussi une faiblesse un petit peu chez moi par rapport à ma propre histoire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas forcément savoir pourquoi ça me touche autant, pourquoi j'ai cette empathie parfois qui me bouffe quand je lis des faits divers. Voilà, tout ce qui touche aux enfants, c'est très difficile pour moi de passer à autre chose. Du coup, en rentrant tête baissée dans cette formation et en disant dès le premier jour, moi je vais me spécialiser en petite enfance et puis en pré et post-natal, c'est ma passion, etc. Et 2 heures plus tard, il y a eu l'histoire du formateur qui nous a raconté une anecdote par rapport à sa pratique à lui concernant un enfant qu'il avait eu. Et tout m'est remonté et je me suis dit, ah ouais, je peux me retrouver face à un enfant qui va me dire, ben, je suis maltraitée, je suis harcelée, je viens parce que j'ai des difficultés pour ça, ça, ça et ça. Mais si je m'effondre devant lui parce que son histoire me touche tellement que je suis incapable de ne pas pleurer ou de... Voilà, je ne serai pas une bonne thérapeute. Et ça, je l'ai vraiment pris dans la tronche jour 2 de la formation. Et je pensais pas. Je pensais juste que bah voilà, je suis passionnée par le truc, donc on y va. Et puis en plus, la sophrologie, c'est pas non plus le métier où je vais être vraiment voilà, auprès des enfants qui souffrent le plus des pupilles de l'État. Voilà, je vais pas être assistante sociale pour des enfants placés en foyer. Donc je me disais, je me posais pas la question en fait. Et puis bah voilà, cette formation, elle sert aussi à nous ouvrir sur les potentielles rencontres qu'on va faire et savoir si ça vous touche tellement, euh, peut-être pas y aller tout de suite, peut-être travailler sur ce qui vous touche autant, sur ce qui vous remue autant, euh, et, euh, et ensuite vous serez capable d'être une bonne thérapeute. Parce que surtout ce qui est important quand on devient sophrologue, c'est la neutralité, c'est d'être vraiment dans une distance saine avec le client qui vient vous voir. Et ça ne veut pas dire qu'on perd de son authenticité, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être soi-même parce qu'on est neutre. C'est juste qu'on arrête d'être sympathique en
fait, sympathique, c'est pas la sympathie dont on connaît la définition au quotidien. Vous avez l'empathie, qui est de vraiment se mettre à la place de quelqu'un, comprendre sa souffrance, sa détresse. Et vous avez la sympathie. La sympathie, c'est non seulement je comprends ta détresse, mais en plus je la prends avec moi et je la ramène chez moi et elle me bouffe. Et moi, en l'occurrence, vis-à-vis des enfants et puis des drames qu'il peut y avoir au quotidien dans la vie pour eux, pas pour tous, Dieu merci, mais j'ai tendance, moins maintenant parce que je travaille très fort là-dessus, mais j'ai tendance à vraiment récupérer cette douleur-là et la garder avec moi et elle me bouffe, vraiment, elle me bouffe et j'aurais envie, moi quand j'assiste à quelque chose, alors c'est très rare et heureusement, mais quand on me dit des choses ou quand j'assiste ou quand même je lis les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un réseau qui partage beaucoup de choses, les belles comme les moins belles, hein, clairement. Et quand je tombe face à ces faits divers atroces, j'ai tendance à, voilà, à le prendre pour moi et à pas forcément à le mettre comme si c'était mes enfants à moi, c'est même pas ça, c'est juste, je, je, je pense que voilà, je prends tout avec moi. Et c'est vrai que si j'avais pas été dans cette conscience de la distance qu'il faut avoir, la distance saine, sans perdre qui je suis et mon côté voilà, dans l'accompagnement, mais pas avoir envie de ramener l'enfant chez soi parce qu'il vient de vous dire qu'il est maltraité par ses parents et qu'en fait, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'aurait traversé l'esprit. Je me suis dit, il va pas repartir avec ses bourreaux, donc je le prends avec moi et je le ramène, ce qui n'est pas possible, c'est du kidnapping. Donc voilà, il faut être un peu dans cette neutralité et cette distance un petit peu saine. Évidemment, là, je vous fais une caricature, mais voilà. Donc c'est une formation qui est absolument passionnante, qui me correspond beaucoup. Et ce que j'aime aussi, c'est de savoir que ben, ça va être mon métier, mais je sais aussi que ce sera le vecteur aussi pour plein d'autres choses. Participer à des séminaires, à des congrès, parler, rencontrer des gens, pourquoi pas écrire un bouquin, ça ce serait un rêve aussi. Et en fait maintenant, il n'y a plus de limites. C'est parti. Et c'est un sentiment qui est très fort, qui est puissant et que j'ai envie que beaucoup de gens ressentent puisque ça fait l'essence de nous-mêmes et de cette trace qu'on laisse un peu sur Terre. Et on a tendance à beaucoup se plaindre que le temps passe très très vite et puis que finalement, oh là là, j'aurais adoré faire ça, avoir des personnes plus âgées qui nous disent j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Ça c'est quelque chose qui me fait vraiment peur et qui me retourne le bide et je me dis je veux pas me dire ça, jamais. Et pourtant, j'ai pas 22 ans. Donc j'ai pas juste, voilà, j'ai pas 22 ans, j'en ai 37. Je sais même pas quel âge j'ai. J'en ai 37 et le temps passe. Voilà, j'aimerais vous donner envie, si vous pouvez pas forcément tout lâcher maintenant, ce que je comprends tellement, ou en tout cas vous donner la possibilité de réfléchir à ce qui vraiment changerait votre quotidien, vous permettrait d'être beaucoup plus épanoui dans votre travail, vous éviterez d'attendre les congés à chaque fois. Oui, il y a des factures à payer. Oui, il y a une réalité d'emprunt qu'on a tous les mois à rembourser. Je suis consciente de ça. Mais faisons en sorte de réfléchir d'une manière ou d'une autre pour pouvoir réussir à se rapprocher de ce qui serait notre vie rêvée. Parfois, il suffit juste de prendre un crayon et un papier et de noter les choses qu'on n'aime pas. Parfois, le train-train du quotidien et le fait bah, voilà, de rentrer dans cette vague de la vie à partir de 25, 30 ans, quand on commence à rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants, finalement, à répondre un peu à tout ce que la société, au rythme que la société nous impose. Et moi, j'étais ravie de rentrer dans ce rythme. J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, de me marier, etc. Et bien finalement, quand on est sur cette vague-là, on a tendance à oublier aussi un petit peu ce qui nous a animés avant, ce qui nous a donné envie voilà, de faire telle ou telle chose, quel était notre rêve. Et aujourd'hui, juste vous donner la possibilité de vous dire, si vous aviez bah voilà, aucune limite, alors pas une limite d'argent matériel, évidemment, si vous me dites, ah bah oui, forcément, sans limite d'argent, bah moi je vivrais au Costa Rica, dans une maison incroyable, et puis je travaillerai plus jamais, et puis voilà. C'est peut-être ça votre rêve, et dans ces cas-là, bon bah qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça arrive? Ça sera peut-être un peu plus long, je ne cache pas. Mais voilà, essayez juste de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je m'éclate complètement? Est-ce que je peux essayer, par exemple, de mettre en place
autre chose pour me rapprocher de ce qui m'anime. Qu'est-ce qui m'anime? Parce que voilà, moi, avant de commencer ma thérapie, j'avais juste oublié en fait ce que je pouvais avoir envie juste pour moi. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans ce rythme aussi de vie et de maman, parce que c'est quand même notre réalité, on pense plus trop à nous. Et on est plutôt en dernier. Donc maintenant, je réalise, même en ayant un tout petit bébé, et puis un grand de 8 ans et demi et un moyen de 5 ans, qui ont encore tellement besoin de moi et qui auront encore besoin de moi longtemps, je réalise qu'il est très important de prendre soin de soi, de se regarder dans une glace et de se dire ça va, je me plais, de se mettre presque un peu en premier pour que vous puissiez être une encore meilleure épouse, une encore meilleure copine, une encore meilleure maman, parce que voilà, vous aurez pris ce temps pour vous. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo éventuel. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Je vais vous laisser parce que du coup, je parle énormément. J'espère que vous aurez eu envie quand même de regarder jusqu'au bout. Et puis, le jour commence à décliner, donc on va finir dans le noir. Mais j'étais très très ravie de vous donner un peu, partager mon histoire et voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur lesquelles vous souhaitez rebondir. Je serai toujours dispo pour parler de ce sujet qui me passionne, de ce chemin sur lequel je n'en suis qu'au début. Donc rejoignez-moi finalement sur ce chemin de la reconversion pro, ou en tout cas d'être sur ce chemin de se trouver encore plus soi-même pour pouvoir donner vie à nos projets. Et je pense que c'est très très important, c'est un peu le sel de la vie. Voilà, donc je vous embrasse et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye.